Salut à tous, on est parti pour les réponses aux questions. Du coup, vous avez été nombreux à me poser vos questions dans la story réponses aux questions. Donc, je vais pas faire de long discours. Là, je me suis mis un peu en mode Père Castor et on attaque tout de suite. Du coup, la première question, c'était comment appliquer la force critique en escalade. Du coup, la personne qui m'a posé cette question, j'ai voulu un peu comprendre un peu plus ce qu'elle entendait par là. Et en fait, c'est vraiment une fois qu'on a fait le test de force critique, comment concrètement on l'applique dans son entraînement, comment on s'en sert en fait pour s'améliorer en escalade. Alors déjà, il faut savoir que récemment, le test de force critique, il a été un peu, j'ai envie de dire, débunké, dans le sens où, à moins de le faire à des grimpeurs qui sont vraiment experts, j'ai envie de dire au minimum des grimpeurs de 8 à voix, pour faire vraiment un niveau barrière où on se dit en dessous de 8 à voix, c'est pas trop pertinent. En fait, on n'est juste pas capable, en tant que grimpeur, de forcer vraiment à 100% de son potentiel sur 24 répétitions d'affilée, sur un test qui est aussi long en fait, et ça n'a pas trop de sens. Et on se rendait compte aussi en fait dans d'autres études que les participants n'arrivaient pas à maintenir leur force critique, c'est-à-dire que imaginons vous avez une force critique de 24 kg estimée via le test de force critique, 24 x 7,3 etc. Et ben en fait les participants, quand on leur disait bon là tu prends 24 kg et tu tiens à l'infini, ils n'y arrivaient pas en fait tout simplement, donc c'était pas leur vraie force critique. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, le test de force critique, il faut le faire avec les bonnes personnes, il faut savoir aussi comment le faire, les bonnes consignes, etc. Mais on va dire que vous avez le niveau, donc par exemple vous avez un niveau 8 voix, vous réussissez à forcer vraiment à fond sur les 24 reps, etc. Vous avez par exemple 30 kg de force critique. Que faire de cette valeur et comment s'entraîner? Déjà, si cette valeur elle est inférieure à 50% de votre poids de corps, donc là si la personne a 30 kg de force critique et qu'elle pèse plus que 60 kg, donc 30 kg à un bras, je précise, selon moi, il faut que son entraînement soit axé plutôt sur l'endurance, donc augmenter cette métrique de force critique. Une fois que vous avez atteint un niveau de force critique qui est d'environ 50% de votre poids de corps à un bras sur 20 mm, là, à partir de là, vous pouvez vous poser d'autres questions, plus sur la partie résistance, endurance de force, etc. Et ça va vraiment dépendre de la forme de votre courbe, à quel point en fait vous vous écroulez vite jusqu'à votre seuil de force critique. Et pour ça, du coup, si jamais ça vous intéresse, si vous avez fait le test de force critique chez vous et que vous voulez faire un bilan, nous, on propose chez Ascension des consultings en visio pour faire des bilans des tests. Donc, vous répondez directement à cette story en mode bilan et je vous explique tout ça, tout simplement. Je me suis rendu compte que c'était déjà un peu long sur la première story, donc je vais essayer d'être beaucoup plus rapide sur les suivantes. On m'a demandé mes meilleurs perfs en bloc, en voie, en renfo, voilà, mes meilleurs perfs en grimpe et même de manière athlétique en général. Du coup, je vais essayer d'être très rapide. J'ai fait un 8 à bloc en XT, un 8 à voie en XT, j'ai fait une vingtaine de 8A sur la Kilter, j'ai fait une cinquantaine de 7C+, sur la Kilter, j'ai fait pas mal j'abuse, j'ai fait quelques benchmarks 7C sur la Moonboard et un 7C+, benchmark sur la Moonboard. Ça, c'est un peu pour la partie perf grimpe. Ensuite, en renfo, donc là, toutes les perfs que je vais dire, c'est environ pour un poids de corps de 65 kg. J'ai fait une suspension à 2 bras sur 20 mm à 72 kg pour plus de 5 secondes, genre vraiment solide. Suspension à un bras plus 16 kg sur 23 mm, donc c'est la prise de référence du milieu sur la Beastmaker en semi-arqué. Ensuite j'ai fait 14 mm à 2 bras, donc c'est la petite prise sur la Beastmaker 2000, j'ai fait 50 kg lesté à 2 bras. Ensuite en traction j'ai une rep max à 70 kg et j'ai 10 répétitions vraiment clean à 40 kg, vraiment sans lâcher la barre, bras tendus, menton au-dessus de la barre, etc. On va dire très strict. Dips lesté, j'ai mis 60 kg sur une rep et soulevé de terre 160 kg sur une rep. Après, qu'est-ce que ça veut dire ces perfs-là et pourquoi on va poser cette question? Souvent, c'est dans une optique de comparaison. On veut se comparer. Ah, regarde, il a tel perf pour tel niveau de grimpe, etc. Je vais pas rentrer dans ce débat-là ici, mais en gros, il faut vraiment vous comparer à vous-même, parce qu'on n'a pas tous le même passé sportif, la même expérience, le même morphotype, etc. Par exemple, là, je vous ai pas parlé de mes perfs en développé couché parce que en fait, j'ai des bras hyper longs, donc c'est pas les mêmes bras de levier. Donc forcément, je vais galérer à avoir un développé couché à 100 kg comparé à quelqu'un qui est plus petit, qui a des plus petits segments, qui va pas du tout galérer à avoir un développé couché à 100 kg. Donc voilà, faut toujours remettre dans le contexte et se comparer à soi-même. Moi, ce qui est intéressant avec ces métriques-là, c'est que je les note d'année en année et je sais que d'année en année, je m'améliore. Donc c'est ça qui compte vraiment et comparez-vous à vous-même. Ensuite, on m'a posé la question, qu'est-ce que c'est selon moi un bon échauffement? Je trouve ça trop long. Alors là, cette personne, je lui ai un peu parlé en privé aussi, et elle me disait qu'elle voit beaucoup de grimpeurs qui s'échauffent soit pas du tout, soit qui s'échauffent pendant 1 heure, et du coup, on n'a pas tous 1 heure pour s'échauffer, sachant que la plupart d'entre nous, on a 2 heures pour faire notre séance, tout compris. Donc je vais revenir là-dessus. Déjà, j'ai fait un podcast sur l'échauffement, je vous mets le lien autour de la story. Je mets le lien Apple Podcast, mais si vous voulez le lien Spotify, vous répondez Spotify et je vous envoie le lien tout simplement. Donc déjà, il y a tout dans ce podcast
là sur l'échauffement, mais pour faire très court, pour moi l'échauffement il doit vraiment y avoir une partie cardio, donc faites des exercices de renfort sous forme de circuit training, pour moi c'est vraiment le meilleur truc à faire en échauffement. Et il faut que ça cible vraiment tout votre corps. Il faut qu'au moment où vous allez grimper sur le mur, selon moi, vous ayez déjà tout le corps qui soit chaud. C'est-à-dire que, en théorie, je dis bien en théorie, c'est pas forcément à faire dans la pratique, mais une fois que vous avez fini votre échauffement de type au sol, sur la poutre, etc., vous devriez, en théorie, être capable d'aller forcer proche de votre niveau max. Là, je parle pour du bloc. Après, pour de la voie, ça peut être un peu différent parce qu'il faut activer les filières énergétiques, etc. Mais voilà, en gros, pour faire très simple, votre échauffement, il doit durer maximum 30 minutes, selon moi. Et à la fin de ces 30 minutes, si vous faites des exercices de renfort sous forme de circuit training, etc., vous devriez être capable de forcer proche de votre niveau max avant même d'avoir mis les chaussons. Ensuite, on va poser la question, qu'est-ce que je recommande personnellement sur les semaines de deload. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les semaines de deload, c'est des semaines de déchargement ou de décharge, enfin voilà, on les appelle un peu comme on veut. Il y en a qui appellent ça aussi des semaines de repos. Moi, je considère vraiment ça différent, une semaine de repos et une semaine de deload, tout simplement parce qu'une semaine de repos, c'est une semaine où on va rien faire du tout simplement. Qu'est-ce que je recommande tout simplement pour une semaine de deload? Ça dépend de votre profil. Il y a 2 profils types par rapport à la fatigue. Je mettrai peut-être une référence aussi vers un réel de mon pote Jérémy là, qui a fait un très beau réel là-dessus. Mais en gros, soit vous allez diminuer votre volume d'entraînement de environ 50% en conservant l'intensité. Je prends un exemple très clair avec des cotations, avec un type de séance très facile à visualiser. Vous aviez l'habitude de faire 20 blocs en 7B sur la kilter pendant votre séance, pendant votre semaine de deload, vous en faites que 10. Et là, du coup, vous avez une bonne séance de deload parce que vous stimulez super bien votre système nerveux et vous faites que 10 blocs, donc vous n'êtes pas épuisé. Ça, c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, c'est de diminuer et le volume et l'intensité. Par exemple, là, si je reprends ma séance de deload avec 20 fois 7B dans la séance, si je fais 10 fois 7A, par exemple, j'ai diminué et le volume et l'intensité. Et ça, c'est intéressant si vraiment vous êtes très fatigué, mais que vous estimez qu'une semaine de repos, c'est pas forcément l'idéal. Et du coup, quand est-ce que je vais recommander une semaine de deload ou une semaine de repos, etc. J'aurais tendance à recommander une semaine de repos totale seulement quand vous êtes un peu en off-saison et que vous avez vraiment besoin d'une pause par rapport à votre cadre perso, c'est-à-dire, par exemple, peut-être une charge de travail plus importante, plus de stress au quotidien, là par exemple pendant les fêtes, ce genre de choses, et plutôt une semaine de deload dans tous les autres cas. Avant-dernière question, donc on m'a demandé après un cycle d'entraînement, donc là c'était un cycle de 4 mois, pourquoi je prends cette référence de 4 mois? Parce que nous c'est ce qu'on propose la plupart du temps en suivi. 4 mois c'est idéal parce que souvent vous avez un petit mois de mise en place, 3 mois de vrai cycle et après vous avez le temps de refaire vos tests, etc. Et c'est aussi souvent la période qu'il faut pour atteindre un pic de forme et du coup j'y viens avec la réponse à la question. Donc la question c'est la suivante, après un cycle de 4 mois, combien de temps on peut garder les adaptations? Alors il y a vraiment différents types d'adaptations, que ce soit technique, tactique, mental, etc. Tout ce genre d'adaptation, vous allez les conserver à vie, tout simplement. Une fois que vous avez travaillé sur votre technique, votre mental, votre tactique, c'est des choses que vous allez garder toute votre vie. Peu importe si vous arrêtez l'escalade pendant 5 ans, quand vous allez reprendre, vous allez vous souvenir de tous ces acquis-là. Donc ça, c'est quelque chose qui part très vite quand vous arrêtez, mais qui revient aussi très vite. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment indéniable que l'entraînement, c'est intéressant pour tous ces aspects-là. Ensuite, pour les adaptations de force, d'endurance, de résistance, etc., ce qui se perd le plus rapidement, selon moi, c'est la résistance. C'est vraiment votre capacité anaérobie. C'est le truc qui diminue le plus vite par rapport au désentraînement. Donc, par exemple, si vous arrêtez de grimper pendant 2 semaines, quand vous allez reprendre, vous allez être quasiment aussi fort que 2 semaines avant l'arrêt en termes de force pure. Après, bien sûr, vous aurez perdu des sensations, etc. Mais en termes de niveau de force, si vous tirez sur un capteur, vous allez être très similaire. Par contre, en termes de résistance, donc là, si je reprends l'exemple du test de force critique, faites le test un jour si vous avez l'occasion, vous faites le test de force critique à votre pic de forme, vous arrêtez de grimper pendant 2-3 semaines parce que la vie va faire que vous ne pourrez pas grimper tout le temps, etc. Et des fois c'est bien aussi de faire 1 ou 2 semaines de repos, et vous refaites le test de force critique à la reprise, et vous voyez concrètement ce que vous avez perdu. Donc voilà, selon moi c'est vraiment ça, la vitesse de désentraînement. Si vous voulez voir concrètement ce que ça donne pour vous, vous pouvez faire ça. Là les fêtes c'est une bonne période, souvent on grimpe pas trop pendant 2 semaines, après on reprend, ça peut être l'occasion de faire des tests avant les fêtes, de vraiment se reposer pendant les fêtes et de faire des tests après pour voir la vitesse à laquelle vous vous désentraînez. Mais pour répondre de manière synthétique, moi ce que j'observe avec toutes les personnes qu'on a coachées et un peu cette durée du pic de forme, souvent c'est 1 mois. C'est-à-dire que pendant 4 mois vous vous entraînez, ensuite pendant 1 mois vous faites le minimum de renfort possible et vous grimpez le plus possible, et pendant 1 mois vous avez vraiment un gros pic de forme, et après ça commence à rediminuer parce que vous faites plus assez de renfort spécifique sur les points dont vous avez besoin de travailler, et souvent c'est là qu'il faut soit faire une petite semaine de repos pour refaire un cycle de 4 mois, soit directement refaire un gros cycle global de développement.
Donc voilà, en gros 4 mois pardon, d'entraînement, un mois de pic de forme, c'est à peu près la dose. Et après, ça peut varier énormément en fonction des individus, en fonction du passé sportif, si vous êtes débutant, expert et tout. Et là, malheureusement, c'est un format story, donc je vais pas rentrer dans tous les détails. Mais voilà, pour faire court, 4 mois d'entraînement, un mois de pic de forme, et vous répliquez un peu ce schéma-là avec des petites semaines de repos stratégiques. Promis, du coup, c'est fini pour les réponses aux questions. Vous avez été vraiment très nombreux à me poser des questions. Elles étaient vraiment hyper intéressantes. Et si jamais vous voulez vraiment rentrer en détail par rapport à des questions particulières, par rapport à votre profil à vous, comme je vous l'ai dit dans la toute première story, nous, chez Ascension, on propose des appels de consulting. Le premier appel, il est gratuit. Je vous mets le lien autour de cette story. Vraiment, réservez votre appel si vous voulez progresser, si vous vous intéressez à votre entraînement, si vous avez besoin d'un avis extérieur. Et nous, on vous donne vraiment des conseils très précis, applicables à vous, 100% personnalisés. Et après, ça vous permet de progresser sur le long terme parce que comme on le dit vraiment dans tous les podcasts, dans toutes les vidéos, etc., ce qui marche vraiment, c'est de faire un plan qui est personnalisé à vous, à vos contraintes, à vos objectifs et que vous soyez aligné avec ça. N'essayez pas de grimper pour les autres, n'essayez pas de vous entraîner pour faire comme le copain, etc. Vraiment, faites quelque chose pour vous avec quelque chose qui est aligné avec vos objectifs, vos valeurs, etc. Et donc du coup, nous, on vous aide à structurer tout ça en appel. Donc cliquez sur le lien autour de la story et on se retrouve de l'autre côté.